Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, on fait se rencontrer Aline et Antoine qui ont un parcours relativement similaire et pourtant très différent. Je m'explique. Aline et Antoine ont tous les deux été diplômés d'une grande école de commerce. Aline a fait le choix de partir en grande entreprise tandis qu'Antoine est allé en cabinet de conseil. Il pose aujourd'hui sa deuxième démission et il en parle d'ailleurs dans ce podcast. Vous allez entendre plusieurs sujets qui vont être évoqués, la prise de risque, l'entrepreneuriat, le rapport à l'argent, à l'éducation et à la famille. J'espère que ça vous plaira. Je suis désolée si quelquefois le son n'est peut-être pas très bon. La faute est aux internets bretons, creusois et peut-être aussi un peu troyens. Bonne écoute! Je viens d'être diplômée de l'EM Lyon et cursus en grande école que j'ai fait après une licence de communication à la fac. Et par la suite, je suis allée en école pour m'orienter vers le marketing. Et là, je viens juste de commencer un poste en tant que chef de secteur, donc une sorte de pépinière qui passage terrain avant de évoluer en marketing. Ok, je vais me présenter aussi. Donc je m'appelle Antoine. Je suis sorti de l'EDEC il y a maintenant 3 ans. Globalement, moi, je suis passé par une classe préparatoire ingénieur, à la suite de quoi j'ai décidé d'aller continuer mes études en école de commerce. Et donc, j'ai commencé après mon école de commerce, je m'étais spécialisé en stratégie et conseil en stratégie. Donc, je suis allé assez directement dans cette voie. J'ai eu des premières difficultés, on va dire, dans la vie professionnelle qui m'ont amené à démissionner une première fois, à me repositionner, à prendre un an pour me repositionner et comprendre ce que je voulais, puis re-rentrer dans le conseil et en même temps faire un peu d'entrepreneuriat à côté. Et donc, j'ai réintégré une boîte de conseil, boîte dans laquelle je suis depuis presque un an. Et j'ai posé la deuxième démission, du coup, pour maintenant tenter l'entrepreneuriat à 100% et tenter une aventure un peu différente, on va dire. Mais on aura le temps d'en reparler, je pense. Et du coup, moi j'ai une petite question. Tu dis que tu as démissionné 2 fois, mais du coup c'est à chaque fois pour 2 raisons différentes ou Alors, globalement, je pense que j'ai un peu une tendance à faire des cycles et avoir besoin d'un cadre, puis ensuite avoir un peu besoin de liberté. Enfin, je pense que c'est assez cyclique. La première fois que j'ai démissionné, c'était surtout parce que je pense que j'ai fait un début de burn-out et donc je me suis arrêté assez vite pour me protéger. La deuxième fois, je pense que c'est un peu différent. Disons que j'ai appris de la première démission et donc j'ai appris notamment comment faire en sorte d'avoir un cadre propice pour derrière faire des choses et pas juste être mal par rapport à la situation. Du coup, tu penses que c'était plus le cadre qui t'a fait démissionner plus que le métier en tant que tel, puisque t'es retourné dans la même branche, entre guillemets? Oui, je pense que, enfin, pour le coup, le mindset de consultant, je l'ai et je pense que voilà, ça sera une activité que je ferai un peu tout le temps dans ma vie. Après, l'envie de créer aussi m'a poussé à m'offrir un cadre un peu plus libre dans le futur. Ok. Donc le troisième retour conseil peut-être ou inenvisageable? C'est tout à fait envisageable, ouais. Mais peut-être plus à un niveau individuel ou peut-être plus localement ou auprès de PME, ETI, ce genre de choses. Peut-être plutôt avec les mêmes clients du CAC 40. Ok. Et c'est quoi le mindset du consultant? J'avoue que je connais très peu ce milieu, du coup ça m'intrigue. Alors sans utiliser un vocabulaire d'enfoiré, le mindset du consultant pour moi c'est quand même quelqu'un qui a un esprit. Enfin, je veux pas m'engager sur quoi que ce soit, mais enfin pour moi ça se caractérise par le fait d'avoir une certaine curiosité, un certain esprit critique, une certaine approche sur les choses et d'être tourné aussi pas mal solution. Tous ces trucs-là, c'est des éléments que j'avais déjà, je pense, depuis un certain moment, mais que j'ai pu développer et enrichir durant mes 3 ans de conseil. Et c'est des choses qui, je pense, restent en fait. Voilà. Donc ça s'en ira pas et cette envie aussi de conseiller finalement, voilà, quand je vois une boîte, quand je vois un entrepreneur, mon positionnement il est souvent dans le conseil et dans l'accompagnement, quoi. Ouais. Et du coup là,
Ouais. L'aventure entrepreneuriat, elle s'oriente vers du conseil aussi finalement. Alors en fait, c'est un peu différent. Là, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant en entrepreneuriat, donc globalement, en fait, ça faisait plusieurs années que j'étais un peu salarié, que je faisais des jurys dans des prépas privées pour des intégrations en études supérieures. Donc, il y a certains étudiants, notamment les admis sur titre, que vous devez connaître là. Ben, après avoir un peu galéré de mon côté au niveau de mon admission sur titre, après aussi avoir un peu galéré au niveau de mon orientation, après m'être posé beaucoup de questions, bah, en fait, j'avais envie un peu de transmettre et de donner un peu les clés à des gens un peu plus jeunes que moi. Donc, bah, j'ai travaillé notamment en tant que salarié dans des instituts de préparation privés. Et finalement, suite à un peu une déception vis-à-vis d'un institut privé en particulier, bah, j'ai décidé de créer ma propre structure pour être un peu libre de faire ce que je voulais avec mes clients. Et donc, bah, j'ai créé ça après ma première démission. Et puis, j'ai continué ça un peu en parallèle du conseil. Et puis, ça a commencé à prendre petit à petit. Et puis là, je considère que bah, c'est le moment d'y aller à fond. C'est marrant que tu parles de ça parce que bah, justement pareil, je suis passée par des instituts privés pour rentrer en admission parallèle en école. Et moi, les souvenirs que j'ai, je me rappelle, on avait passé des faux entretiens pour se préparer aux écoles, et c'est le pire souvenir que j'ai. Le mec était horrible, il m'a fait comprendre que j'étais nulle et que j'aurais jamais les écoles sur lesquelles je positionnais. Et du coup, bon, bah, je trouve ça marrant que que tu t'es dit, ouais, je crée mon propre truc, etc. Sur du coup, enfin, c'est plus la question de légitimité. En fait, est-ce que tu penses avoir réussi à trouver toi ta voie pour pouvoir la montrer aux autres ou des choses comme ça? Enfin, Ah, alors, ouais, c'est un truc assez marrant en fait. Enfin, la légitimité, le syndrome de l'imposteur, tout ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal suivi au début. Et en fait, ben, c'est pour ça que j'ai voulu être salarié pendant des années et que j'ai eu besoin un peu de ce relais de légitimité, de passer par un institut privé, ce genre de choses. Mais en fait, il y a un moment où, je sais pas comment dire, mais c'est un peu la frustration et l'énervement de voir un système bah, qui avait pas les valeurs que je voulais véhiculer, qui était pas parfait, qui faisait peut-être payer très cher des clients pour une prestation qui était assez médiocre, qui fait que bah, en fait j'ai considéré que j'avais peut-être pas X années d'expérience, mais que bah, je pouvais peut-être essayer de faire quelque chose qui était peut-être aussi bien que ce qui était fait ailleurs. Donc en fait, la légitimité au début, bah, tu l'as pas forcément, t'es pas forcément confiant quand tu fais tes trucs, mais petit à petit, en fait, bah, c'est les autres qui vont te la renvoyer, et notamment les clients que tu peux faire avancer. Enfin, typiquement, un truc qui m'a moi vachement porté, c'est quand j'ai rescolarisé un étudiant. Il y avait un étudiant qui était déscolarisé, on a beaucoup travaillé et à la fin de l'année, elle s'est rescolarisée. Et ça, c'est un truc qui, bah, derrière, en fait, ton impact, il est clair et tu sais ce que tu as fait et on peut pas te le retirer, en fait. Et donc, après, en fait, c'est un peu la stratégie des petits pas, c'est-à-dire que ta légitimité et ton syndrome de l'imposteur, il descend petit à petit et ta légitimité, bah, finalement, elle se consolide petit à petit. Euh, en ayant tout, en ayant les success stories de tes clients, mais aussi en ayant bah, tes pairs qui te renvoient un peu de côté positif, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que enfin, très honnêtement, c'est un peu un combat de tous les jours, quoi. La première fois où tu sors un truc et que les gens ils te regardent et que t'es soumis au jugement des autres, bah, t'es pas très confiant. Je sais pas si t'as déjà eu ça toi, mais euh, non, je sais pas. En vrai, je me pose beaucoup de questions sur ce genre de choses, et c'est vrai que je suis quelqu'un, et je pense que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aujourd'hui, c'est que je suis quelqu'un qui prend très peu de risques et qui ose pas trop en général. Je sais pas si c'est caractéristique. Je sais pas si je souffre du fameux syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, moi, il y a plein de choses sur lesquelles enfin, il y a plein de choses que je fais parce que je sais que c'est bien parce que c'est mesurable, enfin comme avoir des bonnes notes, avoir une bonne école, etc. Enfin, je sais que j'ai été totalement élevée comme ça. Enfin, mes parents
sont issus, c'est un peu le cliché, hein, mais issus de l'immigration. Du coup, ils ont eu du mal à trouver du travail, etc. Et du coup, j'ai toujours vécu en mode aie des bonnes notes à l'école, comme ça, tu auras un bon travail, comme ça, tu n'auras pas à souffrir entre guillemets d'un travail pénible, on va dire physiquement, etc. Donc bon, j'ai eu la chance entre guillemets d'être assez le système scolaire m'allait assez bien, donc ce qui fait que j'ai réussi à avoir des bonnes notes, à avoir une bonne école, etc. Mais c'est vrai que je me suis tout de suite dirigée vers des choses stables comme les grosses entreprises, des postes qui sont pas du tout, pas de prise de risque quoi. Et de plus en plus, plus j'écoute des gens et qui me parlent de l'entrepreneuriat et de ce qu'ils font, etc. Et plus petit à petit, ça sème des graines quand même. Dès qu'on est rentré en école à l'EM, du coup, ils sont très, on est entrepreneur, on veut faire ci, on veut faire ça. Et au tout début, j'étais, mais c'est pas du tout moi. Enfin, jamais je, me- je pourrais faire ce genre de choses. Pour moi, il faut un melon et enfin non, pas un melon, mais une force qui est quand même une légitimité qui est quand même grande que j'avais pas. Après, du coup, là, je suis un peu dans le mood comme beaucoup, je pense, qui est sécurité premières années et ensuite on verra. Peut-être que plus tard je voudrais faire quelque chose qui a le sens, qui va tout mêler, avoir du sens, pouvoir faire une chose qui me plaît, le métier passion et tout. Mais ça c'est le projet de vie dans X années et avant ça je me dis je me fais mon matelas confortable parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée et que je me vois pas faire les choses autrement. Mais voilà, c'est une erreur et puis on sent le burn-out arriver très rapidement. Non, je sais pas. Voilà. Mais tu vois, c'est marrant, je rebondis sur ta notion de risque. Finalement, plus je, plus je, plus je grandis, entre guillemets, plus j'ai l'impression qu'il y a aussi un risque à rester dans ces entreprises. Et finalement, aujourd'hui, le risque, il est pas de partir, il est de rester. Parce que si je reste, bah en fait, je vais crever à petit feu. Enfin, tu vois. Et je vais accepter que enfin, je vais accepter de décaler mes valeurs petit à petit. Je vais accepter plein de trucs qui, en fait, sont pas moi et qui derrière vont mettre beaucoup de temps à guérir si je reste. Je pense que comme en avant aussi l'éducation, parce que moi, le risque premier que je vois, c'est un peu ouais, sécurité financière, de se dire, pour avoir entre guillemets, bon, j'étais pas malheureuse, hein, j'ai toujours été bien nourrie, bien habillée, etc. Mais pour avoir, enfin, je sais que ça a quand même une importance, on va dire, pour ton bien-être. Et du coup, j'ai du mal à me dire que je sais pas si je vais réussir à faire ce switch qui est quand même le confort pécunier, on va dire, pour ensuite me dire mentalement ça ira bien. C'est vrai que j'ai pas encore cette balance entre les deux que je ne vois pas, mais toi comment, enfin je veux dire comme tu quittes quelque chose qui on va dire était confortablement financièrement, comment tu l'as ressenti? Tu t'es vraiment dit c'est plus important, la santé mentale est plus importante. Ouais, enfin, tu vois, c'est marrant parce que c'est un truc que je t'aurais sûrement pas dit ça il y a 2 ans. Enfin, quand j'étais après ma première démission et que j'étais au fond de mon lit en train de me demander comment j'allais finir le mois, j'aurais sûrement pas sorti ce discours. Mais finalement, en fait, c'est peut-être parce que j'ai galéré que financièrement, il y a un moment où je me suis fait peur. Enfin, tu vois, que maintenant je comprends que bah en fait, si j'ai 5 000 € sur un livret A, bah ça suffit. Enfin, c'est parti, on y va. Et tu vois, avant, je me serais dit, bah, il faut que tu aies 20K, que tu puisses tenir 1 an, machin. Maintenant, je me dis, bah, tu peux rebondir, enfin voilà. Et après peut-être que c'est une ânerie, tu vois. Mais voilà, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Ah ouais, je trouve ça impressionnant parce que je pense qu'il y en a beaucoup et de ce que j'ai l'impression en école qui se disent je vais faire du conseil X années et après mais c'est pas ma vocation et j'arrêterai tel temps, mais c'est vrai que le switch de dire c'est bon, c'est assez, on va dire en termes d'argent, il se fait jamais finalement parce que tu veux toujours plus et je trouve ça assez impressionnant que tu l'aies eu ce switch donc Après, enfin, tu vois, après enfin, pour moi, c'est aussi en adéquation avec le fait de d'avoir besoin de pas grand-chose. Enfin, il y a aussi un moment où je pense que j'ai pas le niveau de vie moyen d'un consultant moyen, par exemple, tu vois. Enfin, je me contente de peu et tout enfin et je fais des choix. Enfin, Joséphine a parlé tout à l'heure de la Creuse. Bah ça a été quelque chose que j'ai envisagé parce que effectivement, bah être entrepreneur en Creuse, bah ça résout pas mal de choses sur ta partie coût en fait, tu vois.
Si tu considères un modèle économique pour ta vie, bah, tu peux considérer la partie revenu ou tu peux considérer la partie coût. Il y en a beaucoup qui considèrent la partie revenu et qui essayent de la maximiser. Moi, j'essaie de minimiser la partie coût. Et en fait, le jour où j'aurais minimisé assez ma partie coût, bah, j'aurais besoin de travailler 10 heures par semaine et je serais heureux, je pense. Enfin, même si je travaillerais 10 heures par semaine, mais je travaillerais 10 heures facturées par semaine et après le reste du temps, je cultiverais mon jardin, je ferais mes patates et enfin, tu vois, vraiment, les meubles, enfin vraiment, ça me fera kiffer. Ah, je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et en plus, je le vis un peu parce que, bah voilà, j'avais fait mes stages dans les grosses entreprises. Et c'est sûr que la question se pose, est-ce que tu as vraiment besoin de gagner plus de 40K par an, quoi? Enfin, non, c'est vrai. Mais tu vois, enfin, moi, ce constat-là, je l'ai fait en voyant souvent mes anciens potes qui étaient restés un peu en local, on va dire, que ça soit en Seine-et-Marne, parce que moi je viens de la Seine-et-Marne, ou que ça soit même bah, ma pote qui s'est installée en Creuse, ou ce genre de choses, et de voir finalement que ben, ils avaient pas grand-chose, mais ils avaient pas forcément besoin de grand-chose non plus. Qu'ils avaient parfois un pouvoir d'achat qui pouvait être supérieur au mien, alors que soi-disant que j'étais très bien payé en tant que consultant parisien, alors qu'à la fin, bah, mon reste à vivre, il était minime. Enfin, voilà, et c'est en voyant ça que je me suis posé pas mal de questions, en voyant des potes acheter des maisons très tôt. Enfin, et je pense que et je pense aussi que, par exemple, le télétravail, le fait que le télétravail devienne une norme, ça va vraiment faire changer ce paradigme-là. Non, mais c'est ça, parce qu'on se dit souvent que quand même les opportunités sont à Paris, même quand tu veux, toi, du coup, tu envisages l'entrepreneuriat hors de Paris, parce que souvent on dit, ah, c'est là qu'on trouvera le plus de clients, que tu auras le plus d'entreprises similaires autour aussi pour progresser, pour se comparer, etc. Euh, toi, tu te vois lancer ton entreprise hors d'une grande ville, du coup? Alors, Alors j'ai une grande chance, c'est le coronavirus. Pour certains, c'est un grand c'est un grand malheur et je sais que pour beaucoup de gens c'est un grand malheur, mais moi pour mon business, c'est quelque chose qui est plutôt positif parce qu'en fait ça a accéléré la transformation digitale et ça a accéléré aussi le fait que les étudiants s'habituent à la visioconférence. Et donc à partir de ce moment-là, ton paradigme change totalement, c'est que tu as juste besoin d'une bonne connexion internet. Et du coup, moi, j'ai une question plus sur ton business en tant que tel, justement avec la digitalisation des cours, enfin, je vois l'offre de l'EM, ils sont passés vraiment sur du 100% distanciel et ils ont fait des faux campus qui ressemblent furieusement aux maisons Sims. Ça me fait beaucoup rire. Je me demande, est-ce qu'il y a autant de personnes aujourd'hui qui considèrent les grandes écoles comme une option, d'autant plus quand on voit les coûts aussi. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup qui passent par la vie sociale, par le fait d'être sur le campus, de pouvoir rencontrer des gens. Et est-ce que toi, tu le vois depuis le début du Covid, une différence dans le type de personne peut-être qui vient te voir ou le nombre de personnes que tu accompagnes? Bah, en gros, c'est assez marrant parce que, alors, je pense qu'il y a deux effets et il faut bien considérer la temporalité. Je pense que sur le long terme, ce que tu dis, c'est très vrai, c'est-à-dire que le business model des écoles de commerce, il est en train d'en prendre un sacré coup. Et quand tu vois les concurrents qui créent des écoles tournées autour des compétences, qui vont t'apprendre à devenir product owner en 3 mois, développeur en 3 mois, les bootcamps, ce genre de choses, bah, clairement, il y a une compétition qui devient ultra féroce et clairement payer 50K à une école de commerce, il va falloir le justifier sur le long terme. Euh, sur le court terme, l'effet qui arrive, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que finalement dans une période de crise, donc tout le monde a peur, donc tout le monde veut rentrer finalement et se baquer avec un bon diplôme, se baquer avec un bon CDI dans une bonne entreprise. Tu as aussi un peu une pression qui augmente. J'ai des étudiants, enfin, ouais, après, je saurais pas te dire s'ils auraient demandé un accompagnement sans le Covid, mais je pense que quand même, sur le court terme, ça augmente plutôt. Sur le long terme, effectivement, je pense que les business school. Après, enfin voilà, est-ce que le Covid sera sur le long terme, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça pose des questions. Mais clairement, moi j'ai des anciens étudiants là qui devaient partir en échange, par exemple, ils peuvent pas partir en échange. Du coup, ils ont les cours en ligne en France. Enfin, du coup, quelle est la plus-value de cet échange? Enfin, ça devient très 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 compliqué.
Mais je te rejoins totalement sur le court terme qui est, je pense pas être la seule du coup, parce que clairement, moi je me suis endettée, etc. pour cette école, mais c'était pas du tout pour l'ambiance de campus, etc. Je sais que c'était le bon tampon pour avoir ensuite la bonne entreprise, pour avoir la sécurité. Et je pense pas être la seule, du coup. Et du coup, je pense que les écoles de commerce ont encore un bel avenir malgré le fait que ce soit digitalisé, etc. On est quand même en France où tout le monde, les recrutes, il y a encore la majorité des recruteurs des grosses boîtes qui trient sur les classements d'école et tout. Donc je pense que il y a encore du temps avant que tout ce système change, quoi. Ouais, et puis ce système, il se base un peu sur un, enfin voilà, c'est un peu enfin ça s'auto-engendre dans le sens où si t'as payé 40, 50K pour une école, tu vas avoir tendance à valoriser ce système et à faire que il éclate pas en vol, en fait. Et mais même quand tu vois la résistance de certaines écoles qui ont baissé dans les classements et qui sont toujours bien considérées dans le monde professionnel, on est sur des temps très longs en fait pour que ça bouge tout ce système-là. Et donc voilà, on a bien vu l'EM versus l'EDEC. Je veux pas, mais voilà, l'EM versus l'EDEC, c'est un temps long. Ça fait 10 ans que je suis rentré, enfin que je suis ce match-là, et en 10 ans, bah, ça a bougé, mais ça prend du temps. Mais du coup, toi, Aline, comment tu considères enfin, ton, ton moyen terme, ton long terme? Est-ce que enfin, parce que tu disais que enfin, que t'as pas réussi forcément à te lancer jusqu'à maintenant, machin et tout, mais enfin, est-ce que tu en as envie finalement et qu'est-ce que tu as envie de faire? Bah, petit à petit, j'ai quand même eu des désillusions entre guillemets dans cette quête, on va dire, du prestige, des grosses entreprises, etc. Du coup, j'ai un cursus marketing et bon, je travaillais pour une grande entreprise de cosmétiques familiale et où du coup, j'ai enfin compris ce que c'était de pas être bien au travail, quoi. C'était la première fois que ça m'arrivait parce qu'avant ça, j'avais eu des stages vraiment trop cool qui me plaisaient trop. J'avais travaillé par exemple, pour des produits qui avaient un peu plus de sens pour moi en tout cas, et ça m'avait beaucoup plu parce que je me disais au moins certes tu fais du marketing et bon il y a mieux dans ce monde en termes de plus-value, mais au moins ça aide des gens à découvrir des produits auxquels tu crois vraiment et que tu as envie de faire rayonner. Et ensuite j'ai commencé à me poser vraiment des questions quand même lors de mon stage de fin d'études du coup l'année dernière, où là déjà je comprenais pas la plus-value, encore moins de ce que je faisais sur des produits qui me plaisaient pas et qui en plus était dans un cadre qui m'a un peu qui était totalement en opposition avec moi-même, et du coup j'ai commencé à me poser quand même des questions sur ça, questions que j'ai mis en suspens finalement puisque crise crise du coronavirus et besoin de rembourser mon prêt. Du coup c'est pas grave, j'ai mis de côté toutes mes valeurs, tous mes machins, tu fais allez pour le premier truc qui vient. Et non, ça va, je me débrouille. Enfin, tout va bien maintenant. Je suis dans une entreprise qui est très bien, etc. Mais c'est vrai que à plus long terme, j'ai envie de me dire que après, je sais pas, dans moyen terme, 5-10 ans, ouais, peut-être, pourquoi pas retourner dans, enfin, peut-être plus partir sur des PME qui ont des produits, encore une fois, que j'ai envie de faire rayonner, et pas forcément des grosses entreprises, grandes distries, qui en plus un monde qui se casse la gueule, enfin, et qui va pas bien du tout, et qui est pas du tout un secteur d'avenir. Et voilà, c'est des questions que je me pose, et je commence de plus en plus à voir un peu toutes ces digital native brands sur Instagram, des femmes qui lancent leurs culottes menstruelles, des trucs comme ça, et qui partent de rien. Et franchement, ça commence un peu à faire son chemin, et je suis en train de me dire ouais, pourquoi pas, voilà. Mais c'est petit à petit, hein, Me refait penser à ce que je te disais sur le risque tout à l'heure. C'est sûr, 5 ans pour moi, ça me paraît monstrueusement risqué de mon point de vue. Mais après, il y a aussi, enfin, à ça s'ajoute, j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais la conscience écologique qui ressurgit, le réchauffement climatique, les questions de transition. Et on peut se poser la question, enfin Aline, tu parlais de cosmétiques un peu plus durables, d'aller vers des business un peu plus vertueux. Et il y a en plus ça qui s'ajoute dans notre pression. Enfin, je trouve qu'on a déjà une pression sociale qui est assez forte. On a aussi un peu une pression, la pression du sens, comme s'il fallait que tout ce qu'on fasse ait plus de sens
que peut-être que nos parents, que tout ça. Et puis il y a aussi ce couperet. Enfin, je sais pas si vous êtes sensibilisé à tout ça, mais enfin, c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène et ça peut voilà, s'additionner. Et c'est pas forcément simple de ponctuer avec tout ça, quoi. On a un peu envie de faire les choses bien, mais parfois, faut accepter aussi un peu le mode dégradé, quoi. Moi, je trouve qu'il y a une pression entre guillemets en plus que je ressens avec justement tout ce qui tourne autour du sens, c'est celle un peu de la passion. Parce qu'on parle énormément en ce moment de tout ce qui est passion, économie, plus dans les mouvements free, mais freelance, mais même en école, on parle beaucoup de trouver sa voie, trouver la chose qui te fait vibrer. Et je trouve ça chaud pour plein de personnes dont je fais totalement partie, qui n'ont jamais eu de passion en particulier. Enfin, moi, je sais que j'ai un côté méga monomaniaque où je me passionne pour un truc pendant, je sais pas, pendant 6 mois et je vais apprendre à fond et après je vais passer à autre chose. Et je trouve ça chaud d'avoir encore cette pensée qu'on puisse s'engager pendant 40 ans sur la même chose et qu'on aura toujours la même passion, alors qu'en fait on est dans une situation tellement instable qu'on essaye de nous dire qu'il faut justement qu'on soit adaptable et qu'on puisse être préparé à inventer nos métiers, alors que je trouve que le discours ne va pas avec ce qu'on nous enjoint à... Mais ça, je trouve ça, enfin, en vrai, moi, je trouve ça, il y a une partie que je trouve assez dangereuse. Pour certaines personnes, c'est très bien, mais pour d'autres, c'est pas adapté et je pense pas que ce soit bien d'en faire un peu une généralité, voire un objectif en soi, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui ont pas besoin de ça pour être heureux et enfin, voilà. Moi, aujourd'hui, ça me fait peur de voir que y en a plein qui pensent qu'ils peuvent lancer des boîtes comme ça, que c'est facile, que ça va se faire rapidement, que tout ça. Non, enfin, c'est la galère, c'est beaucoup de travail, c'est tout ça, et c'est pas toujours un objectif en soi. Enfin, je veux dire, se lancer à son propre compte, bah parfois ça peut être 15 fois pire que son CDI sur lequel on a pesté 3 mois euh, avant la démission, quoi. Le danger du métier passion aussi, c'est un peu du coup, c'est pas tu vends ton âme au diable, mais tu serais prêt à tout pour, et c'est vrai que tu te retrouves pas dans des meilleures conditions forcément. Enfin, franchement, devoir, le faire au nom du bon sens et de donner toute son âme à cœur et âme et peut-être à côté. Je sais pas, tu vois, il y a ce truc quand même de tu te donnes à fond, mais il y a peut-être d'autres choses qui font, je sais pas moi, de la fatigue, de perte de contact social et tout, qui est quand même pas négligeable. Donc c'est un peu le danger, je trouve, de ces métiers passion. Et tu peux, enfin, moi, un danger que je vois aussi vachement, c'est que tu peux la perdre, ta passion, parce que ça devient ton métier. Et ça c'est terrible parce qu'à la fin, en fait, du coup, tu t'es lancé à ton compte, t'as pris des risques et en plus t'as perdu une passion à la fin. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut aussi vachement réfléchir à ça, c'est-à-dire de à quel point ta flamme, tu vas pouvoir la tenir sur la durée et pas juste faire un truc. Et moi, c'est un peu ça qui me fait peur dans la généralisation de ce storytelling, mais le côté où finalement, bah voilà, on fait croire, parce que finalement on fait croire, on reconstruit une histoire autour du produit, autour de l'entreprise, et on fait croire que tout est positif, que tout est rose. Je pense que notre monde a aujourd'hui besoin franchement de la transparence, de montrer que finalement ouais le succès c'est d'abord on le dit un peu de façon stéréotypée une succession d'échecs, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent vraiment ce que ça veut dire. Euh, et et que c'est aussi, enfin voilà, pour ma part, il y a plein de moments où je suis dans des gros doutes, où ça va pas, ou machin, alors que et il y a plein de moments où ça va très bien et où je travaille énormément, mais voilà, c'est pas simple et je pense que de généraliser ce type de discours, ça peut être dangereux aussi parce que en termes de pression derrière. Je suis d'accord, et ça me rappelle un peu aussi un peu la notion de mérite. Tu dis toujours ah ouais, le mec c'était grave un battant, il a trop réussi, etc. Alors qu'il y a aussi un gros facteur, je sais pas, chance, talent, opportunité, etc. qu'on a tendance à un peu mettre de côté au profit de mecs qui ont tout donné pour réussir, etc. Donc voilà, pour ça. Bah après, c'est aussi un peu ce qu'on appelle le biais du survivant dans les modèles mentaux. Alors, on se souvient que des personnes qui ont réussi, alors que t'en as 6000 derrière qui ont pu aussi essayer de trimer pour faire la même chose. Mais je pense que c'est aussi justement toute la culture un peu de la consommation, des réseaux sociaux, du branding qu'on a aujourd'hui, où bah, tu montres pas tes échecs parce que t'as l'impression que tout le monde autour de toi parle que des choses qu'ils ont réussi dans la vie.
Donc c'est vrai que c'est un peu logique aussi d'avoir tout. On en revient toujours, moi j'en reviens à comment tu as été éduquée. C'est pour ça que je posais la question à Aline et j'aimerais te la poser maintenant. Toi, comment tes parents et ton éducation t'a influencé pour être capable de prendre ces risques comme ça Enfin, comme tu dis, c'est pas un vrai risque, mais Alors, pour le coup, moi, je pense que en fait, si tu veux un peu de brin d'histoire familiale, je viens d'une famille qui est assez modeste. Il y a une génération, enfin, mes grands-parents, en fait, sont des paysans corésiens et avaient pas beaucoup d'argent, voire très peu d'argent. Et du coup, mon papa, corésien aussi, a été repéré par son prof de maths et a réussi à faire une grande école grâce au fait d'avoir été repéré par son prof de maths. Et grâce à ça, il a pu gagner un salaire décent et sortir un peu, entre guillemets, nous sortir de de la Corrèze, nous sortir aussi de conditions financières un peu tendues, voilà. Et donc, j'ai baigné en fait dans un milieu où en fait, quand même, j'allais en Corrèze, j'étais proche de la terre, j'avais un peu ce pragmatisme paysan auprès de moi, et de l'autre côté, j'avais mon papa, ingénieur, art des métiers, tout ça. Donc finalement, tu avais un peu une dualité dans tout ça. Et en quoi ça m'a permis de prendre des risques? Je pense que déjà, je sais que au pire, je peux retourner dans mon champ et cultiver mes patates. C'est con, mais je pense que c'est un point assez important parce que en fait, comme je disais tout à l'heure que ça m'est arrivé de flipper pour la thune, ça m'est arrivé d'avoir faim, ça m'est arrivé tout ça. Bah, quand tu sais que tu peux le gérer et quand tu sais que t'es entouré et quand tu sais que au pire, tu vas en Corrèze reprendre la ferme de l'oncle. Enfin, tu vois, déjà ça rassure. Mais après, il y a aussi un côté où je me dis, en fait, tu vois, moi j'ai une philosophie où je me dis que ton temps, enfin, t'as une vie, t'as un but ou t'as pas un but dans la vie, mais globalement, quand t'es dans ton travail, c'est ton temps quand même, c'est ton temps de vie. Donc, si tu passes, je sais pas, 75% de ton temps de vie dans un truc qui te fait vraiment chier, à la fin quand même c'est un peu triste. Enfin, moi je pars de ce postulat-là. Donc en fait ma prise de risque, encore une fois, elle est pas dans le fait de, de faire ce que j'ai envie. La prise de risque, elle est dans le fait de rester dans ces trucs-là où finalement à la fin je serai triste. Et je pense que, enfin c'est con, mais j'ai tendance à faire du rétro-planning. Je me mets sur mon lit de mort et je me dis, attends, t'as envie de quoi sur ton lit de mort? Enfin tu vois, cet exercice mental il est assez fort parce que tu te dis, t'as envie d'être fier de quoi à la fin de ta vie, t'as envie d'avoir fait quoi? Et tu vois, moi j'ai répondu à cette question en me disant, j'ai envie d'avoir aidé pas mal de monde. J'ai envie de me dire que j'ai eu un impact à un moment donné sur des gens et que peut-être ils ont réussi à faire des trucs et peut-être essayer de faire en sorte que tout le monde soit un peu plus bienveillant l'un envers l'autre, éduqué, ou je sais pas, tu vois. Donc j'ai compris que c'était autour de l'éducation, tu vois, autour du vivre ensemble, enfin voilà. Et, et finalement, ouais, enfin, tu vois, c'est marrant, vous parlez de prise de risque, mais moi, je la sens sans la sentir, en fait. Enfin, financièrement, je suis d'accord, ok, il y a une prise de risque financière, mais, mais l'argent, enfin, tu vois, quand je vois des mecs enfin, Drahi, là, le mec des télécoms qui a commencé par être surendetté et que maintenant il est un peu moins surendetté, mais qui continue quand même à être dans le business, enfin, tu vois, finalement, l'argent, tu comprends, et ça, c'est aussi en voyant un peu les hautes sphères, tu comprends que l'argent, c'est juste un moyen, enfin, tu vois, euh, et ça peut paraître très bizarre de dire ça, mais quand tu vas un peu dans les milieux riches, tu comprends que pour eux, enfin, l'argent, ça n'a pas du tout la même valeur que pour moi, qui vient un peu d'un milieu un peu plus modeste, pour qui, enfin, tu vois, on se pose toujours des questions autour de l'argent, de machin, de trucs. Eux, ils avancent un peu en confiance. Et je me suis aussi dit, tu vois, à un moment donné, est-ce que j'ai envie que l'argent dirige ma vie? Et j'en suis arrivé à l'hypothèse enfin, à la conclusion que non, et au pire, je mangerai des pâtes, tu vois. Donc voilà, ma prise de risque, je la vois pas trop. J'aime bien les pâtes, et puis voilà. Et je cultive des tomates, donc j'ai la sauce tomate qui va avec. Une question du coup, pour revenir un peu sur le côté familial, parce que moi je sais que bon, évidemment, du coup on a compris, il y a l'argent qui joue, mais il y a aussi un truc qui me drive, c'est je sais pas un peu pas le collectif, mais la famille qui a un peu tout donné pour que toi tu réussisses, etc. Et la peur de les décevoir, quoi, de lui dire ah ouais, moi si je disais du jour au lendemain je vais être danseuse, mais
mais je pense que je me fais rogner de la famille. Enfin, ils ont dit, ah ouais, on a fait tout ça pour toi et tu vas faire ça. Enfin, je sais pas, il y a quand même, tu vois, cette notion, pas de retour sur investissement, mais presque, et de devoir auprès de mes parents qui se sont sacrifiés, qui sont vraiment, enfin, je les ai vus vraiment charbonner, etc., pour qu'on ait une bonne éducation. Et je sais que ça me drive quand même, quoi, cette envie de les rendre fiers, etc. Mais tu vois, c'est marrant parce que là-dessus, je pense que ça m'a drivé. Mais alors, je sais pas quel âge t'as exactement, Aline. Tu l'as peut-être dit. 24. Ouais, bah voilà. Je pense que à 24 ans, j'avais peut-être la même pression que toi, dans le sens à me dire, et surtout vis-à-vis de mon père, tu vois, qui avait, pour être transparent, payé mes études, qui avait payé mon appartement. Enfin voilà, donc je commençais la vie sans prêt étudiant. Donc ça, c'est un gros avantage. Et merci papa. Mais du coup, par rapport à ça, j'avais un peu une pression, tu vois, et je me disais, bah ouais, effectivement. Bah, je veux rentrer dans un truc assez prestigieux, assez bien, pour qu'il soit fier, pour que machin. Et puis au bout de 3 ans, j'ai compris qu'il comprenait rien à ce que je faisais et qu'il s'en foutait en fait. Enfin, tu vois, quand j'ai posé ma première dème, enfin, il était alerté dans le sens où je sortais d'un CDI, mais après j'ai compris que, enfin voilà, tu vois. Et finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il voudrait que j'en fasse de son opportunité? Si lui, il avait eu cette opportunité, qu'est-ce qu'il en aurait fait, petit garçon, tu vois? Et je me suis dit un truc, c'est que je me suis dit que je pense qu'il avait envie que je l'utilise à mort. Je n'en ai jamais parlé de tout ça, hein, et peut-être que s'il entend ce podcast, ça lui fera bizarre. Mais globalement, je me suis dit que voilà, il fallait que je tente à mort, que je fasse tout ce dont je rêve, parce que finalement, c'était peut-être ça pourquoi il s'est battu. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour dire que, encore une fois, je le prends totalement avec un axe inverse que toi, mais il y a 4 ans, je l'aurais pris sûrement sur le même axe. J'ose espérer pour toi que dans 4 ans, tu seras là en mode youhou, DIY, shampoing solide, vas-y, on va tenter une start-up, je sais pas, culotte menstruelle ou quoi. Coacher une jeunette de 24 qui se pose les mêmes questions. Mais après, t'as peut-être de la question familiale particulière, ou enfin, voilà, je sais pas si t'as des frères et sœurs ou des trucs comme ça. Oui, ouais. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bien important, c'est ma grande sœur aussi qui est passée avant moi et qui a justement fait une classe prépa, qui a fait une école de commerce, etc. Et du coup, c'est moins bien, sinon ça se fait pas. Donc il y avait toujours eu cette pression, ta grande sœur, elle peut le faire, toi aussi, etc. Donc c'est vrai que j'ai un peu suivi. J'ai essayé de... Mais ça, tu vois, c'est vachement marrant parce que là-dessus, faudrait que je remercie ma sœur aussi. C'est que ma sœur, c'était une putain de rebelle et elle a eu les coronesses que j'ai jamais eu. C'est-à-dire que elle a fait sa crise d'adolescence. Elle a dit à mes parents, vous me cassez les pieds et je vais faire ce que je veux et je vais être prof des écoles. Et mon père voulait qu'elle soit agrégée d'anglais ou je sais pas quoi et elle a dit non, bah, je serai prof des écoles et voilà, c'est ce que je veux faire. Et en fait, ce côté rebelle, ce côté déterminée, voilà, et de la voir après heureuse, tu vois, on a 5 ans de différence, bah, ça m'a aussi vachement fait réfléchir. Et je crois que ça m'a donné, elle a ouvert le chemin pour que derrière, bah, ma rébellion soit beaucoup plus simple. Ouais, je comprends. Bah, moi, je plains du coup ma petite sœur, parce qu'elle en a une petite sœur. Il passe après deux diplômés de grandes écoles, etc. Et je me rappelle, il y a quelques années, bah, pour le coup, elle nous a vraiment dit, je veux être danseuse. Et là, elle s'est pris les foudres de tout le monde. C'était genre, quoi? Mais comment oses-tu? Etc. Et j'en avais reparlé avec un ami qui m'a dit, mais en fait, meuf, t'es juste aigrie parce que toi, t'as pas pu le faire, mais elle peut le faire. Elle est... c'est bon, tout le monde est assuré. Après, t'as aussi, j'ai l'impression, enfin, moi, si j'analyse un peu le truc, t'as des rôles modèles. Enfin, moi, j'ai 2 exemples comme ça, 2, 3 exemples, mais genre, je sais pas si vous connaissez Aloïs Sauvage, c'est une chanteuse et comédienne et danseuse et tout ça. C'était ma meilleure amie, enfin ma meilleure amie. En gros, c'était une très bonne amie en terminale. On a fait le TPE ensemble, enfin voilà. Et elle avait 18,7 de moyenne au bac, enfin voilà, enfin vraiment très brillante. Et globalement, elle a dit fuck à tout le monde et elle a dit je vais aller faire du cirque. Et alors qu'elle aurait pu rentrer dans Ginette, Hoche, Louis-le-Grand, tout ce que tu veux, et rentrer à HEC, Sciences Po, ENA, tout ce que tu veux. Et elle a dit fuck à tout le monde. Et en fait, moi je l'ai vu trimer au début, je l'ai vu être intermittente du spectacle, faire des petits spectacles où il y avait 50 pectoraux, machin, et puis après je l'ai vu réussir, je l'ai vu être épanouie et tout. Et ça aussi, en fait, quand tu vois cette transformation-là, bah tu te dis, mais en fait,
putain, elle a réussi ça, mais c'est un truc de ouf, tu vois. Et finalement, bah, ce qu'elle a fait, c'est juste qu'elle a cru en elle, tu vois, et elle s'est accrochée. Et donc peut-être qu'elle a eu de la chance du réseau, j'en sais rien. Mais finalement, tu vois, ça te fait y croire. Et j'ai un autre exemple comme ça d'un pote qui a fait genre 1 an de classe prépa scientifique, qui après a dit vas-y, c'est pas pour moi, fuck. Donc du coup, c'était un peu le mec que moi je considérais de ouf, toujours premier de classe, machin et tout. Et il a pété son câble et tout. Après, il est parti à Sciences Po. Non, il a fait 1 an d'université. Il a réussi à rattraper Sciences Po Lille avec les admissions sur titre. Et ensuite, il est rentré dans la diplomatie, dans les ambassades en Corée du Sud. Enfin bref, il a eu tout un succès, tu vois, après un gros fuck à tout le monde, tu vois. Et ça, putain, ça motive et ça permet de... En fait, encore une fois, ça te met dans les rails pour... Et je pense que voilà, c'est tous ces gens-là qui font que j'ose aujourd'hui, perso. Pas carrément, je vois ce que tu veux dire. Ok. Ouais, si c'est quelque chose qui a manqué. Je pense, je sais pas. Je ne sais pas, écoute. Ça me fait un peu penser à ça, c'est d'avoir des bons rôles modèles et de se dire ouais, si lui je le considère, il peut le faire, pourquoi pas. Voilà, je n'ai pas eu de pétage de câble autour de moi encore, donc peut-être que c'est pour ça. Mais ça viendra. Ça viendra. Si tes potes, ils ont tous 24 ans, c'est qu'ils n'ont pas encore fait de burn-out. Du coup, attends, 25, 26, ils vont tous taper des burn-out et faire des reconversions réussies. Je dis ça alors que c'est vrai que j'ai un pote qui est vraiment brillant. Bref, il est parti, elle était en train de faire des études de maths à Dauphine. Et là, pendant le confinement, il lui restait juste son mémoire à rendre, en fait, avant d'être diplômé de Dauphine, bac+5, etc. Et en fait, il a fait le confinement, il a bricolé avec son père, il a dit fuck, j'ai pas envie de faire ça, et voilà. Et maintenant, il travaille et il fait de l'artisanat avec son père. Mais moi, mais j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi et tout. T'as trimé 5 ans, tu peux pas faire ça. Donc voilà. Je suis encore la voix de la raison, soi-disant. Mais après, c'est cool aussi d'avoir ces valeurs que ta famille t'a transmises. Tu peux aussi faire l'équilibre entre les deux. T'es pas forcément obligé de péter un câble pour pouvoir en sortir aussi. Parce que là, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que t'es en train d'apprendre à composer avec tout ça, plus que de vraiment avoir une grosse brisure. Je pense que ça dépend aussi vachement enfin, tu vois, moi j'ai tendance à exagérer un peu dans mes mots et à parler assez rapidement de rupture, effectivement, qui se passe par des moments de down ou par un burn-out, par ce genre de choses. Je pense que ça dépend aussi vachement de la personnalité des gens. Moi, j'ai une personnalité assez expansive, assez cash, là où, bah, peut-être que d'autres personnes passent par des trucs un peu moins de rupture, tu vois. Après, pareil, dans la manière où j'ai le présenté, c'est vrai que c'est des questions que je pense, enfin, qui sont grave pertinentes et franchement, ça commence à faire un peu son travail. Mais j'ai pas l'impression d'être malheureuse de ce statut, en fait. Enfin, vraiment, ça me fait plaisir de leur faire plaisir. Et comme j'ai toujours été quelqu'un d'indécise, entre guillemets, j'ai jamais su ce que je voulais faire, finalement, d'avoir une ligne directrice, de réussir, parce que, bah, comme je ne sais pas mesurer mes propres, on va dire, mes propres performances, mes propres machins et tout, d'avoir des choses comme ça qui sont aussi mesurables et aussi validées aussi facilement entre guillemets par la société, bah finalement ça me va, j'ai l'impression. Ouais. Et aussi c'est vrai quelle vie tu veux avoir. Enfin, franchement, ça fait grave écho ce que tu disais Antoine. À quoi bon courir après de l'argent alors que t'en as pas besoin d'autant ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ouais, c'est des questions qui se posent. Mais toi, si tu lis des trucs genre l'utopie, les trucs comme ça, enfin, en fait, c'est des sujets, on veut nous faire, enfin, presque on nous fait croire que c'est un sujet actuel. Le fait est que c'est un sujet qui date énormément. Et, et le capitalisme et le libéralisme nous a fait un peu oublier tout ça, mais je pense que le but premier, limite, de l'homme, c'est de rien foutre. Enfin, voilà. Et donc, en soi, quand tu considères que si tu as 3 poules dans ton jardin, des patates, des courgettes et que tu as une maison où tu es un peu sobre en énergie, bah, tu peux vivre. Bah, finalement, tu as besoin de quoi? Et vraiment, moi, c'est un peu ça mon point de départ, quoi. Et après, c'est surtout que, enfin, il y a aussi le côté société de l'homme pressé, c'est-à-dire que j'ai vu, et notamment durant ma période de démission, que personne dans mon entourage avait du temps. Moi, j'en avais plein et personne n'avait de temps.
Et tu te dis, mais en fait, c'est fou parce que tout ce qu'on vit, on le consomme, on le vit à fond pour passer au truc d'après. Et tu vois, j'avais vécu, bon, en gros, j'ai eu une histoire personnelle assez compliquée. Enfin, ouais, à ce moment-là, je me suis séparé de mon ex fiancé, machin et tout. Enfin bref. Et, euh, et tu vois, tu te dis, bah, j'ai passé 3 ans de ma vie, mais qu'est-ce que j'en retiens de ces 3 ans? Est-ce que j'ai vraiment été là au moment présent? Est-ce que, voilà, ou est-ce que j'étais toujours ma tête à faire autre chose? Enfin, voilà. Et c'est là où tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux, tu vois? Et pour moi, la réponse, c'est non. Mais après, euh, mais après, je comprends, enfin, tu vois, c'est pareil, tout à l'heure, tu parlais la perception des autres. Enfin, la première fois que j'ai dit à ma mère que j'allais quitter un CDI, ma mère, elle a pas eu le bac, elle a commencé guichetière à la poste, elle est issue de la méritocratie, maintenant elle a un poste un peu mieux, mais genre elle a trimé, elle a galéré, et de dire que je pouvais quitter un CDI, pour elle, c'était anxiogène, elle en dormait plus. Et, mais encore une fois, c'est une question de référentiel, une question d'histoire, de machin, de trucs. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de demander à mes parents ce qu'il fallait que je fasse dans ma vie, parce qu'ils savaient pas, en fait. Ils comprenaient plus. Ils étaient dépassés. Le métier du conseil, ils comprennent pas. Les CDI, ils comprennent pas. Enfin, CDI, CDD, freelance, machin et tout, c'est trop compliqué. Donc, en fait, c'est là où tu te dis, bah, je vais tenter de faire mon truc, je vais essayer de me faire confiance, et même si c'est franchement dur, hein, parce que des fois, moi aussi, je suis en train de pleurer en me disant, putain, j'ai tout raté, je suis trop con, j'ai pris tous les risques, je suis encore en train de démissionner, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et voilà, je vous parlais en début d'épisode d'un internet un peu capricieux. Vous en avez l'illustration juste ici avec ce cut un peu brutal. J'en suis fortement désolée. En attendant, merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode t'aura plu. On se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode, ou alors sur la newsletter si les sujets d'orientation t'intéressent. On y creuse quand l'envie me prend les sujets qu'on aborde dans le podcast. À plus!